Étienne Dubois a quitté la maison en jurant de ne jamais regarder en arrière. 15 années se sont écoulées sans un seul appel, sans un mot, sans la moindre demande de pardon. Quand il a finalement trouvé le courage de revenir, il a découvert une demeure transformée et un silence qui criait plus fort que toutes les querelles du passé. Dans le regard de son père, il n'y avait plus de colère. Il y avait quelque chose de bien pire. Le temps irrémédiablement perdu. Voici l'histoire de celui qui est rentré tard, mais qui, malgré tout, est rentré. La voiture s'est arrêtée doucement dans la rue étroite, éclairée par de vieux réverbères et le souvenir d'une enfance qu'il avait tant voulu oublier. Étienne a gardé les mains sur le volant quelques instants, fixant le portail de fer qui ne fermait plus correctement. Le jardin devant la maison était envahi par les herbes, négligé, comme si personne n'attendait plus de visite. Sur le siège passager, une lettre jaunie tremblait entre ses doigts. Il a regardé la maison, maintenant plus petite qu'il ne s'en souvenait, mais toujours capable de lui couper le souffle. Il est descendu lentement, presque avec regret. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée et a constaté que la lumière du salon était allumée. Quelqu'un vivait encore là, quelqu'un qu'il avait évité pendant la moitié de sa vie. Il a levé la main pour frapper, mais a hésité. Le bruit de pas à l'intérieur de la maison a figé son corps. Si j'avais su ce qui m'attendait derrière cette porte, peut-être serais-je revenu plus tôt. Étienne avait toujours été le genre de fils qui posait trop de « pourquoi ». Depuis son plus jeune âge, il remettait tout en question. La rigidité de son père, les règles de la maison, le ton de voix sec lors des dimanches mornes. Philippe Leclerc, son père, était un homme austère. Il ne frappait pas, mais ses paroles étaient aussi douloureuses qu'un coup de poing. Et quand il ne disait rien, cela faisait encore plus mal. À l'adolescence, les frictions sont devenues monnaie courante. Tandis que sa mère, Marie Berger, tentait d'intervenir avec douceur, Étienne affrontait son père lors de chaque repas. La rupture a eu lieu à ses 20 ans. Étienne voulait abandonner la faculté pour ouvrir un studio de design avec un ami. Philippe a ri, non par sarcasme, mais par mépris. Il a dit que l'art ne nourrit pas son homme, que les rêveurs finissent endettés. Ce soir-là, Étienne a préparé un sac à dos, a hurlé qu'il n'avait besoin de personne et est sorti en claquant la porte. Marie a pleuré sur le balcon. Philippe est resté planté dans la cuisine, les yeux fixés sur son assiette encore pleine. Durant les premiers mois, Étienne a espéré que son père l'appellerait. Il voulait entendre un « rentre à la maison », mais le téléphone n'a jamais sonné. Le silence s'est peu à peu transformé en rancœur, en orgueil, puis en un vide intérieur. Il a déménagé de ville, a obtenu de petits boulots, a essayé de s'établir. Il a maintenu la distance, pas même à Noël, ni pour les anniversaires de sa mère. Les premières années, il achetait même des cadeaux, mais les laissait au fond du placard. Il n'a jamais eu le courage de les envoyer. Il s'efforçait de se convaincre qu'il ne lui manquait pas, qu'il avait raison, que son père était le seul fautif. Mais au fond de lui, il gardait des souvenirs qui persistaient à survivre. Son père, le poussant sur la balançoire bricolée dans le manguier, les dimanches avec le gâteau à la semoule de sa mère, les brèves conversations sur le perron avant que l'adolescence ne dévore tout. Il se souvenait, mais ne revenait pas. Le temps filait, et les liens s'étiolaient. Jusqu'au jour où, en ouvrant le tiroir de sa petite cuisine d'appartement, il a vu la lettre qu'il avait reçue quelques semaines auparavant. Écriture tremblante, papier jauni. Le nom de son père en bas. C'est là, les yeux fixés sur cette enveloppe oubliée, que toute sa détermination a commencé à s'effondrer. Quand Étienne a quitté la maison, il portait bien plus qu'un sac à dos. Il portait une mission, prouver qu'il n'était pas l'échec que son père décrivait. Il est arrivé à Lyon avec peu d'argent, mais une ambition démesurée. Il a dormi dans des pensions miteuses, a fait du freelance en graphisme, a distribué des prospectus dans la rue, et, le soir, il créait des logos et des sites web sur un ordinateur portable d'occasion qu'il avait acheté en 12 fois. En peu de temps, il a ouvert un studio avec l'ami qui croyait en lui. « Ça va marcher », disait-il avec un sourire nerveux, même lorsque l'électricité menaçait d'être coupée. Le rêve était simple, être reconnu, montrer à son père, même à distance, qu'il pouvait réussir seul. Et pendant un temps,
Il semblait que ce serait le cas. Ils ont décroché des clients, loué un petit bureau dans un espace de coworking, acheté des meubles de seconde main. Étienne a même réussi à payer toutes les traites de l'ordinateur. C'est là qu'il a cru que le pire était passé. Mais la réalité s'est imposée sans prévenir. L'associé a disparu avec une partie de l'argent d'un gros projet. Les clients se sont plaints. Les procès ont commencé. Et en un clin d'œil, Étienne s'est retrouvé seul dans une pièce vide, avec des dettes au nom d'une société qu'il ne savait même pas comment dissoudre. Il a repris le travail en freelance. Il prenait 2 quarts de travail. Il se nourrissait mal, dormait peu. Mais il se disait toujours « ce n'est qu'une mauvaise passe. Je lui prouverai encore qu'il avait tort ». Même les soirs où il mangeait du pain rassis avec du café dilué, Étienne croyait que cela faisait partie du parcours du héros, que ce n'était qu'un obstacle de plus avant le succès. Mais les mois sont devenus des années, et le succès n'est pas venu, seulement la fatigue. Les photos de famille restaient cachées dans une boîte, au fond du placard. À chaque déménagement, il pensait les jeter, mais il n'y parvenait jamais. Un jour, marchant dans une rue animée, il a vu un père pousser son fils dans une poussette. Il souriait, il se ressemblait. Étienne s'est arrêté net, et il a pleuré. Là, au milieu du trottoir, avec un sac de courses dans une main et la clé de sa minuscule chambre dans la poche. Il a compris que le temps ne s'était pas arrêté pour attendre qu'il gagne, et que la seule personne qui voulait vraiment voir sa réussite ne se souvenait peut-être même plus de son visage. Mais malgré tout, Étienne se disait « Je peux encore tout arranger ». Le fond du gouffre n'est pas arrivé subitement. Il a été creusé petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'Étienne ne sache plus où il en était. Il a perdu son emploi stable lors d'une réduction d'effectifs. Les missions freelance ont disparu. La pandémie a été le coup de grâce. La petite réserve s'est vite épuisée et le loyer a été en retard de 2 mois. Il a commencé à vendre ses affaires. D'abord, l'écran. Ensuite, le bon téléphone portable. Même le vieil ordinateur portable, celui avec lequel tout avait commencé, a dû s'en aller. Il a déménagé dans une chambre à l'arrière d'une maison d'un vieil homme, en échange de petits services. Il peignait des murs, nettoyait des gouttières, faisait des réparations. Parfois, il gagnait un peu d'argent. Parfois, seulement le silence. C'est dans cette pièce humide, avec de la moisissure sur les murs et sans fenêtre, qu'Étienne a commencé à parler à son ombre. Il n'allumait plus la télévision. Il évitait le miroir. Il passait ses journées en pantoufles, la barbe non faite et le visage épuisé d'avoir tant faim que tout allait bien. Personne ne savait où il était, pas même lui. Il savait juste qu'il s'était perdu. Il a tenté, 1 ou 2 fois, d'appeler la maison. Il a composé le numéro fixe qu'il connaissait par cœur. Lorsqu'il a entendu la première sonnerie, son cœur s'est emballé. Mais avant que quelqu'un ne réponde, il a raccroché. La 3e fois, la ligne était hors service. Il a passé des jours à se demander si la maison leur appartenait toujours, si son père était vivant, si sa mère préparait encore du gâteau de maïs les dimanches après-midi. Jusqu'à ce que, par une nuit glaciale, ayant besoin de courage pour demander de l'argent à une connaissance, il décide d'ouvrir la boîte où il rangeait ses quelques documents. C'est là qu'il a vu, parmi de vieux papiers et des factures impayées, l'enveloppe froissée. Elle était là depuis des semaines, peut-être des mois. Il l'avait oubliée ou peut-être il avait fait semblant de l'oublier. C'était une lettre, écriture tremblante, papier simple. L'expéditeur, Philippe Leclerc, son père. Les mains d'Étienne ont tremblé. Il s'est assis sur le bord du lit et est resté là de longues minutes, observant juste le nom. Quand il l'a finalement ouverte, les mots étaient concis, durs, comme ils l'avaient toujours été, mais avec une douceur qu'il ne se souvenait plus d'avoir ressentie. « Étienne, la vie a emporté ta mère avant que tu ne reviennes, mais je suis toujours là. Je ne sais pas quoi te dire, juste que, si un jour tu veux rentrer, la maison est la même. Je t'attends, père. » Étienne l'a lu plus de 10 fois. Chaque mot résonnait comme un cri étouffé venant du passé. « Ta mère !» Cette seule phrase a suffi à tout démanteler en lui. Il ne savait pas. Personne ne l'avait prévenu. Et elle était partie, sans le revoir, une dernière fois. Ses mains ont couvert son visage. Il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant.
il a pleuré pour elle, pour lui, pour ce qu'ils avaient été et pour ce qu'ils ne seraient jamais plus. Les jours suivants, il est resté prostré. Il mangeait à peine, il se levait à peine. Il regardait la lettre comme si elle pouvait parler, répondre, apporter des éclaircissements. Et au lieu d'un soulagement, il ressentait une douleur plus profonde que jamais. La douleur d'avoir attendu trop longtemps, la douleur de savoir qu'il n'y a pas de reprise dans la vie réelle, jusqu'à ce que, par une nuit d'insomnie, quelque chose se produise. Étienne a rêvé de sa mère. Elle était dans la cuisine, remuant la casserole, souriante. Il l'appelait, mais elle n'entendait pas. Elle souriait simplement. Quand il s'approchait, elle disparaissait dans la vapeur du café. Il s'est réveillé, le cœur battant, la gorge serrée, et une phrase martelant sa tête, « Tu as encore le temps ». Cette nuit-là, il a pensé que peut-être, personne d'autre ne reviendrait. Mais pour la première fois depuis des années, il a senti que peut-être, il pouvait encore revenir. Avez-vous déjà perdu trop de temps à dire ce que vous ressentiez? Avez-vous eu envie de revenir, mais l'orgueil vous a retenu? Si cette partie de l'histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez un « oui » ci-dessous. Juste pour que je sache que vous croyez encore que certaines distances peuvent être surmontées. Parfois, un mot gardé pendant des années peut tout changer lorsqu'il est enfin prononcé. Étienne n'a pas fait ses valises d'un coup. Il n'a pas décidé de partir sur une impulsion. Dans les jours qui ont suivi la lecture de la lettre, il a marché sans but dans la ville, observant des pères et des fils dans les cafés, sur les trottoirs, dans les voitures. Le monde semblait plein de choses qu'il avait laissé passer. Par un après-midi nuageux, il s'est arrêté devant une papeterie et est entré. Il a acheté un cahier à couverture rigide et un stylo. De retour dans sa chambre, il a commencé à écrire. Pas pour quelqu'un d'autre. Il écrivait pour lui-même, comme s'il essayait de nettoyer son cœur mot après mot. Il a écrit sur sa mère, sur son père, sur la première fois où il a senti qu'il n'était pas aimé, et toutes les fois où il a eu la certitude qu'il n'avait pas su aimer non plus. Il a écrit jusqu'à ce que sa main lui fasse mal, jusqu'à ce que sa poitrine se soulage un peu. Au fond du cahier, il a dessiné une carte. Un trait reliant le quartier où il se trouvait à la ville où il avait grandi. Une distance d'un peu plus de 300 kilomètres, rien comparé aux 15 années passées loin. La semaine suivante, il a vendu le peu qu'il lui restait. Avec l'argent, il a acheté un nouveau sac à dos, une chemise propre et un billet de bus. À la gare routière, l'odeur de friture et de diesel se mêlait à l'anxiété. Chaque pas vers le quai semblait plus lourd que le précédent. Il s'est assis sur le siège 14, près de la fenêtre, le sac à dos sur ses genoux, la lettre dans la poche de sa chemise. Tandis que le bus prenait la route, des images ont commencé à revenir. La bicyclette rouge que son père lui avait apprise à manier, le chien qui dormait devant la porte, sa mère chantant doucement dans la cuisine pendant que son père lisait le journal en silence. Ces souvenirs n'étaient pas que douleur, il y avait aussi de l'affection, là, cachée, rude, mais présente. Étienne a appuyé sa tête contre la vitre. Le soleil se couchait déjà, et la route semblait interminable. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'arrivait pas pour gagner. Il voulait juste être là. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais pour la première fois, il voulait essayer. Le bus est arrivé en fin d'après-midi. La gare routière était la même, mais plus petite qu'Étienne ne s'en souvenait. Tout paraissait plus petit maintenant, sauf l'angoisse dans sa poitrine. Il a marché dans les rues comme quelqu'un qui envahit un passé qui ne lui appartient plus. La place où il faisait du vélo, la petite épicerie du coin, le kiosque à journaux, tout était là, mais différent. Il est passé devant l'ancienne maison de ses parents. La peinture était écaillée, le mur fissuré, le jardin envahi par les hautes herbes. La même maison où il a grandi ressemblait maintenant à un refuge abandonné par le temps. Avant qu'il ne frappe au portail, une voix l'a appelé. Étienne, c'était Josiane, la voisine d'en face. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a laissé tomber le tuyau d'arrosage au sol et a marché lentement, comme si elle craignait qu'il ne soit qu'une illusion. « Tu es revenu ?» Il a acquiescé, avec un sourire embarrassé. « Ton père, il est à la clinique maintenant, mon garçon.
Étienne a froncé les sourcils. Clinique? Après le départ de ta mère, il est devenu bizarre. Il oubliait les choses, confondait les noms. Il a eu de vilains épisodes. Il a fallu qu'il aille dans un endroit où l'on s'occupe bien de lui. La maison est fermée depuis lors. L'impact a été comme un coup de poing dans l'estomac. Il a voulu poser 1000 questions, mais sa gorge s'est asséchée. Josiane a essuyé ses mains sur son tablier. « Tu veux que je t'y emmène ?» Étienne a hésité, puis a répondu par un lent signe de tête. Sur le chemin de la clinique, la voiture de Josiane semblait exiguë. Chaque mètre parcouru ramenait des souvenirs qu'il ne savait plus être vivants. La clinique était modeste, propre, silencieuse. Odeur de désinfectant et de fleurs fanées dans le couloir. L'aide-soignant l'a conduit à la chambre du fond. Il a de bons et de mauvais jours. Parfois il se souvient du passé. D'autres fois il croit être en 1985. N'attend pas grand-chose. Étienne a pris une grande inspiration et est entré. Philippe était assis dans le fauteuil, fixant la fenêtre. Ses cheveux étaient maintenant totalement blancs, sa peau marquée par les années et ses yeux vides. Étienne s'est arrêté à la porte. Il ne savait pas quoi dire. « Père !» Le vieil homme s'est tourné lentement. Il l'a regardé pendant quelques secondes, comme s'il essayait de tirer quelque chose du fond. Puis, il a baissé les yeux à nouveau. Il ne l'a pas reconnu. Étienne s'est assis sur la chaise à côté. Il est resté là pendant près d'1 heure. Pas un mot de plus, seulement le silence. Mais ce fut le silence le plus assourdissant de sa vie. Le lendemain, il est revenu. Cette fois, il a apporté la lettre. Il est entré dans la chambre, s'est approché du lit et a dit à voix basse « C'est toi qui m'as fait revenir ». Il a lu la lettre à voix haute, même sans savoir si son père écoutait. Il a lu lentement, avec soin, comme s'il voulait placer chaque mot à l'endroit où il aurait dû être pendant toutes ces années. En terminant, il a attendu. Son père est resté immobile, les yeux fixés sur le mur. Étienne s'apprêtait à se lever, mais il a senti quelque chose, une main faible tenant son poignet. Il a regardé en bas. Philippe le fixait. « Étienne ?» La voix était faible, éraillée, comme si elle sortait d'un puits trop profond. « C'est moi, père. » Les yeux du vieil homme se sont remplis d'eau. Aucune larme n'est tombée, mais elles étaient là. Les mots qu'il n'avait jamais réussi à dire. Prisonnier, brisé, mais vivant. Les jours suivants, Étienne est revenu plusieurs fois. Il a apporté de vieilles photos, a parlé de sa mère, a raconté des histoires d'enfance. Parfois son père réagissait. D'autres fois, il respirait simplement profondément et retournait au silence. Il y avait des jours où Étienne repartait anéanti. Il pensait qu'il perdait son temps, qu'il était revenu trop tard. Et s'il ne se souvenait plus de rien? Et si cela n'avait plus d'importance? Mais il y avait d'autres jours où le vieil homme lui serrait la main, où il balbutiait un nom, un lieu, un souvenir, de petits gestes qui, pour Étienne, valaient plus que n'importe quelle excuse ou explication. Le doute le rongeait toujours. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si j'échoue avec lui? Encore. À la 4e visite, Étienne a trouvé son père endormi. Il s'est assis à côté et a simplement observé. Le vieil homme ronflait doucement, tranquille. Sur la table de chevet, il y avait un cadre photo avec la seule image d'eux deux ensemble. Étienne, à 5 ans, sur les genoux de son père, tenant une glace qui fondait. Il a souri. Il était encore possible de reconstruire quelque chose, même avec de petits morceaux, tordus, mais réels. Mais alors, le téléphone a sonné. Étienne a décroché le cœur serré. C'était la clinique. La voix de l'infirmier était calme, mais directe. « Monsieur Philippe a fait une chute ce matin. Ce n'était pas grave, mais il a été très agité après. Il répétait votre nom sans arrêt. Je pense que ce serait bien que vous veniez. » 1 demi-heure plus tard, Étienne était dans la chambre. Son père était réveillé, allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond. Mais dès qu'il l'a vu, il a tenté de se lever, dans une impulsion faible et confuse. Étienne a couru vers lui et a tenu ses épaules avec douceur. « Doucement, père. Je suis là. Je suis avec toi. » Philippe l'a regardé pendant quelques secondes. Ses yeux semblaient plus clairs ce jour-là, comme si, pour un bref instant, le temps avait reculé.
Étienne a sorti de son sac à dos un album photo qu'il avait préparé la veille. C'étaient des images de l'enfance, de la jeunesse, de la famille, des choses qui n'avaient plus été vues. Il s'est assis au bord du lit et a ouvert à la première page. Tu te souviens de ce jour-là? Il a montré une photo d'eux pêchant dans un étang, Étienne encore petit, souriant, avec sa casquette à l'envers. Philippe n'a pas répondu, mais les yeux fixés sur cette image en disaient plus que des mots. Étienne a continué. Il a montré la vieille maison, la vieille voiture familiale, une photo de sa mère avec son tablier à fleurs souriant devant le poêle. Quand l'image est apparue, le vieil homme a fermé les yeux. Un tremblement a parcouru son visage. Elle faisait le café qui sentait bon les câlins, tu te souviens? A dit Étienne, la voix serrée. Il a feuilleté d'autres pages. Il a parlé du chien de compagnie, des après-midi où il jouait au domino sur le perron. Il a même raconté les disputes, sans rancune, comme quelqu'un qui nettoie une pièce fermée depuis des années. À un moment donné, Étienne s'est arrêté. Il a regardé son père et a pris une grande inspiration. « J'aurais dû revenir plus tôt, père, mais je ne savais pas comment... » Silence. « J'aurais voulu que tu m'appelles, juste une fois, que tu dises que je te manquais, que tu voulais que je revienne. Mais maintenant je comprends. Tu aimais de la seule manière que tu connaissais. Et peut-être que je ne savais que fuir. » Philippe a lentement tourné son visage vers lui. Et d'une voix basse, presque imperceptible, il a dit « Tu es revenu ». 2 mots, rien de plus. Mais c'était tout. Étienne a ravalé ses larmes. Il a serré la main de son père avec force. Cette fois, il ne partirait pas. Dans son enfance, il partait en claquant les portes. Ce jour-là, il est resté jusqu'à la fin de la visite en silence, tenant fermement la main de cet homme qui, malgré tout, n'avait jamais cessé d'être son père. Des mois se sont écoulés depuis cette dernière visite. Par un matin de printemps, Étienne marchait lentement dans la même rue où il avait grandi. Le jardin de l'ancienne maison de ses parents avait de nouveau des fleurs. Il s'en occupait lui-même, petit à petit, chaque semaine. Il n'avait pas le courage d'entrer, mais il aimait maintenir la porte d'entrée propre, comme quelqu'un qui attend une visite qui ne viendra plus. Il s'est assis sur le banc de la place, où sa mère avait l'habitude de l'emmener quand il était enfant. Le soleil filtrait doucement à travers les arbres. À côté de lui, un petit garçon d'un peu plus de 2 ans jouait avec une petite voiture. « Doucement, Louis », a dit Étienne avec un sourire calme. Son fils l'a regardé et a montré un cerf-volant coloré dans le ciel. Étienne a levé les yeux et a souri aussi. Dans l'autre main, il tenait une enveloppe. La lettre que son père avait écrite, maintenant froissée, délavée, mais intacte. Il la gardait toujours. Il la lisait encore, parfois, quand le silence menaçait de revenir. Il n'est pas revenu vivre dans la ville, mais il a loué une maison tout près. Il a dit qu'il voulait que son fils grandisse avec de l'espace, de l'air pur, de bons souvenirs, avec du temps. De temps en temps, Josiane venait avec un gâteau et de vieilles histoires. Elle était une sorte de pont entre ce qui avait été et ce qui pouvait encore être. Étienne a appris à vivre avec les absences. Sa mère est partie, sans un adieu. Son père s'en est allé quelques semaines après cette dernière visite, pendant son sommeil, paisiblement, en paix. Dans le dernier tiroir de la commode de la clinique, ils ont trouvé quelque chose. La lettre, pliée avec soin, gardée comme si c'était le plus grand des trésors. Étienne n'a pas pleuré, mais il a ressenti un nœud dans la poitrine qu'il porterait avec légèreté, parce que maintenant, cela faisait mal différemment. Ce n'était plus de la culpabilité, c'était une nostalgie apaisée. Pendant que son fils jouait avec les feuilles mortes, Étienne a fermé les yeux et a senti la brise toucher son visage. Là, dans ce silence partagé, il a compris une chose simple. Il n'avait pas vaincu le temps, mais il s'était vaincu lui-même. Étienne n'a jamais récupéré les années perdues. Aucun câlin oublié n'est revenu, aucune conversation non dite n'a eu lieu. Mais, avec le temps, il a compris que le passé ne sert pas à être réparé. Il sert à être compris. La plus grande leçon n'est pas venue dans de belles phrases, ni dans des retrouvailles parfaites. Elle est venue dans le silence, dans la main de son père serrant la sienne, dans la présence sans exigence,
dans le pardon qui n'a pas été demandé, mais qui a eu lieu malgré tout. Il a appris que l'amour ne sait pas toujours s'exprimer, qu'à parfois la rigidité cache de la sollicitude, et que certains pères élèvent leurs enfants à leur manière, avec ce qu'ils ont, de la façon qu'ils connaissent. La colère est devenue un souvenir, le regret est devenu une décision, et l'orgueil est resté derrière, là où il aurait toujours dû rester. Aujourd'hui, Étienne apprend à son fils à dire ce qu'il ressent, à s'excuser, à écouter, à rester, parce qu'il a découvert de la manière la plus difficile que le temps est cruel envers ceux qui reportent les gestes simples. Le plus grand héritage que Philippe a laissé n'était pas matériel. C'était la chance pour Étienne de recommencer différemment. Non pour effacer l'histoire, mais pour en écrire une nouvelle, avec plus d'écoute, plus de présence et moins de distance. Et, même sans le savoir, son père lui a donné cela, avec une lettre, avec 2 mots, avec un dernier regard avant de partir. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, laissez votre like. Cela montre que cela vaut la peine de continuer à créer des histoires ainsi qui touchent vraiment. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous et je réponds avec attention à ceux qui prennent le temps de commenter. Et si vous croyez au pouvoir des histoires vraies, profondes et humaines, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonnement me donne la force de continuer ce voyage. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.